Bonjour, je suis Cécile Rapoport, je suis professeure de droit public à l'Université de Rennes et membre de l'Institut universitaire de France. Alors, les incertitudes qui entourent l'avenir du traité du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, et donc sa capacité à entrer en vigueur pour devenir un véritable traité international à même de produire des effets juridiques dans l'ordre international de l'Union, de ses États membres et des États-Unis, eh bien, les incertitudes qui entourent cet accord, l'aboutissement de cet accord, elles ont des origines diverses. Elles ont des origines, à mon sens, à la fois diplomatiques et procédurales. Alors, s'agissant des incertitudes diplomatiques, ce sont les incertitudes en fait sur la capacité à faire aboutir la négociation politique de l'accord. La négociation du TTIP a débuté en 2013 et c'est une négociation qui est une négociation ardue car, à mon sens, les États-Unis et l'Union européenne ne partagent pas nécessairement la même approche s'agissant du rôle même que doit jouer un accord de ce type. Par exemple, les dispositions du traité négocié doivent-elles jouer vraiment un rôle normateur ou plutôt un rôle régulateur? Et il y a peut-être des différences de culture juridique, d'attentes différentes d'un accord international de part et d'autre qui peuvent rendre les choses un petit peu, qui à mon avis ont rendu la négociation longue et difficile. Et particulièrement lorsque l'objet de négociation est très large, puisqu'il s'agit d'un accord extrêmement ambitieux, vous allez avoir des points sur lesquels il y aura des divergences d'approche très profondes qui vont rendre la négociation très compliquée. Et alors je pense à un domaine assez naturel qui est l'agriculture, qui a toujours été un domaine de discussion extrêmement compliqué entre l'Union et les États-Unis, une source de contentieux importante devant l'Organisation mondiale du commerce, par exemple. Donc, je pense qu'il y a là des attentes et des exigences qui sont très difficiles à concilier dans le cadre d'un accord. Donc, l'objet même de la négociation rend les choses difficiles. À ces incertitudes, on va dire, politiques, diplomatiques, s'ajoutent des incertitudes procédurales, c'est-à-dire des incertitudes sur la capacité à mener à terme le processus de conclusion de l'accord, en tout cas du côté européen. Pourquoi ? Eh bien parce que cette question de la capacité de l'Union à faire aboutir la conclusion d'un accord eh bien, se pose d'une façon un petit peu différente depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. À la fois parce que l'équilibre institutionnel en matière de conclusion d'accords commerciaux a été sensiblement modifié avec le traité de Lisbonne, et par ailleurs, le périmètre de la politique commerciale commune qui a été élargi et qui donc permet de faire des accords de libre-échange plus ambitieux, n'a pas forcément été suffisamment élargi au regard du domaine et du périmètre des accords effectivement négociés. Et on a eu de ce point de vue-là une précision importante avec l'avis de 15 rendu par la Cour de justice à propos de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et Singapour, quant au point de savoir si cet accord commercial, là encore, de libre-échange complet et approfondi, pouvait être un accord exclusivement de l'Union, puisque l'Union a une compétence exclusive en matière commerciale et que cette compétence exclusive s'est élargie est élargie depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ou est-ce que l'accord de ce type-là doit être un accord mixte, en ce sens qu'il touche à des domaines qui sont restés de la compétence des États et donc nécessitent que les États soient également partie contractante à l'accord. Et la réponse de la Cour de justice dans cet avis de 15 est de dire que l'accord, pour des raisons juridiques, parce que certains aspects de l'accord, notamment en matière d'investissement, certains aspects de l'accord touchent des domaines qui sont restés de la compétence étatique et donc l'Union ne peut conclure seule. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que désormais, ce type d'accord, si on les maintient dans le périmètre actuel, eh bien, seront des accords mixtes. Donc on ajoute
on va dire, une étape procédurale supplémentaire qui est la nécessité pour pouvoir conclure l'accord eh bien, d'une ratification de l'accord par l'ensemble des États membres, chacun selon ses procédures constitutionnelles nationales, généralement une procédure de ratification parlementaire, mais potentiellement un référendum dans tel ou tel État. Avec pour conséquence que si il y a un État qui se prononce contre la ratification de l'accord, eh bien, en l'état actuel du droit, eh bien, l'accord ne peut pas entrer en vigueur. Donc l'ensemble de l'accord n'entre pas en vigueur. Un autre acteur, je l'ai évoqué tout à l'heure, un autre acteur de la procédure, un autre acteur nouveau en matière d'accords commerciaux, c'est le Parlement européen, qui, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, est désormais acteur du processus de conclusion des accords commerciaux dont il était complètement exclu auparavant, puisque désormais, il doit approuver l'accord. Et donc, il a, là encore, on a encore un nouvel acteur qui a une capacité d'influence, puisque, à la fin, son accord ou son désaccord, son approbation ou sa non-approbation, eh bien, décideront de la capacité de l'accord à entrer en vigueur. Donc, on a donc, avec l'émergence de ces nouveaux acteurs dans la négociation commerciale, enfin dans l'aboutissement du processus d'élaboration d'un accord commercial au niveau de la procédure interne de l'Union, eh bien, on a avec l'émergence de ces nouveaux acteurs eh bien, l'émergence de nouvelles incertitudes parce que potentiellement, ceux-ci peuvent bloquer et comme ils n'ont pas forcément été, même rarement été très associés au processus de négociation en amont, eh bien, ils découvrent l'accord sur le tard et peuvent aussi manifester un peu tardivement leurs inquiétudes ou leurs points de blocage. Donc, des incertitudes, je dirais, dans le cadre de la négociation elle-même, des incertitudes une fois que les choses sont négociées, ce qui n'est pas encore le cas, mais une fois que les choses seraient négociées, des incertitudes ensuite sur les étapes suivantes du processus. Et à ces deux types d'incertitudes, eh bien, s'ajoute, à mon sens, un autre phénomène qui renforce l'incertitude générale sur l'accord, sur l'avenir de cet accord, que sont les changements de circonstances. En l'occurrence, les changements de circonstances importants générés par le Brexit et par l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Si on prend le Brexit pour un partenaire, négocier un accord avec l'Union européenne dans ce contexte de retrait britannique revient finalement à ne pas savoir quel sera le périmètre final de l'accord qu'il est en train de négocier. Donc ça peut être, ce n'est pas très confortable, et ça peut être d'autant plus problématique si le partenaire qui négocie l'accord eh bien, dispose de nombreux investisseurs présents établis au Royaume-Uni, et donc en fait, potentiellement, on ne sait pas si ces investisseurs seront dans ou ne seront pas dans le périmètre de l'accord ensuite. Alors c'est un cas... par exemple, un partenaire ne négociera sans doute pas de la même manière selon que les investissements localisés au Royaume-Uni seront ou non couverts par un futur mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États. Donc le Brexit crée incontestablement une fragilité dans la position de négociation de l'Union sur la scène internationale. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas tellement ça qui pose problème là dans l'immédiat. Le problème tient peut-être à un autre changement de circonstance qui a été l'élection présidentielle américaine, donc l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, qui, elle, a assez directement engendré la suspension des négociations. Le dernier cycle de négociation s'est déroulé en octobre 2016, c'était le 15e cycle de négociation, et depuis, il n'y a pas eu de nouveau cycle de négociation. Alors, il est vrai que si on regarde l'historique de ce projet de négociation d'accord, c'était essentiellement une volonté de la présidence Obama du côté américain, et d'ailleurs, la présidence Obama avait à cœur d'essayer de parvenir
à finaliser un texte et parvenir à finaliser un accord avant la fin du mandat présidentiel du président Barack Obama. Parce que ni l'un ni l'autre, aucun des deux candidats à la succession à la présidence des États-Unis, que ce soit Hillary Clinton ou Donald Trump, n'avait caché un certain scepticisme vis-à-vis de cet accord. Donc, quand bien même on n'aurait pas eu Donald Trump, je ne suis pas sûre qu'on aurait eu une poursuite des négociations. Et par ailleurs, comme je le disais, déjà en octobre 2016, lorsqu'on a eu le dernier cycle de négociations, des avancées dans le contenu avaient été atteintes, mais il persistait toujours d'importants désaccords, notamment sur la question agricole, et on était avant l'élection de Donald Trump. Il est vrai toutefois que l'élection de Donald Trump marque un point de rupture, notamment parce que le président des États-Unis a très rapidement après son élection annoncé son retrait du projet libre-échangiste de partenariat transpacifique, qui est l'autre grand projet libre-échangiste, projet d'accord global que les États-Unis menaient de front avec le TTIP côté européen, côté atlantique, avec les partenaires de la zone Pacifique. Donc à partir du moment où il marquait une volonté de repli sur le territoire, sur le sol américain, une volonté de ne plus participer à ce projet, quand bien même il n'a rien dit très clair sur l'avenir du TTIP, eh bien, le climat général n'est pas très rassurant quant à la négociation et l'aboutissement de cette négociation. Mais rien n'a été dit pour suspendre, rien n'a été officiellement décidé pour arrêter définitivement la négociation ou la suspendre temporairement. On doit constater toutefois que depuis l'été 2016, rien ne s'est passé. Alors, quelques déclarations peuvent laisser penser à certains que les choses pourraient reprendre. Je pense notamment à une déclaration du secrétaire d'État américain au printemps dernier qui avait l'air de laisser les choses assez ouvertes quant à la possibilité d'une reprise des négociations, qui a été plutôt bien accueillie par l'Allemagne, notamment par Angela Merkel. Et donc, certains prédisent que les négociations pourraient reprendre, en fait, une fois les élections passées en Allemagne, et donc pourraient peut-être reprendre, des amorces pourraient être faites à partir de la fin d'année 2007, mais pour l'instant, eh bien, il ne se passe plus grand-chose. Il n'y a plus besoin de stopper le TTIP, puisque le TTIP n'avance plus, en tout cas.